Face au Covid, tous les acteurs de terrain ont dû composer, s'adapter, improviser, inventer. Hospimedia a décidé d'aller à leur rencontre. En plusieurs épisodes, Face au Covid leur donne la parole pour qu'ils nous racontent leur vécu, leur expérience, leur quotidien face à une crise sans précédent. On a été extrêmement strict sur le suivi de nos apprenants parce que ça paraissait complètement nécessaire, mais il apparaissait aussi nécessaire de maintenir la formation. On ne pouvait pas s'arrêter. Je suis le docteur Lefebvre-Selle, je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Rouen, au bloc des urgences, et également coordinateur responsable médical du centre d'enseignement des soins d'urgence au Medical Training Center. Chaque épisode a été différent. On a eu la découverte en mars dernier, une certaine forme d'appréhension assez importante. On connaissait pas cette pathologie, on connaissait pas ce virus, on a découvert jour après jour comment le prendre en charge, comment le diagnostiquer. On avait des tensions initialement sur un certain nombre de dispositifs d'approvisionnement. Il a fallu s'adapter initialement. Comme tous les praticiens face à une nouvelle pathologie, on a appris. Voilà. Il y a eu la nécessité de se reformer, de se former. Après, on a l'habitude. Ça fait partie, la formation continue, ça fait partie de notre métier. Là, c'était en situation de crise, mais il a fallu s'adapter. Je pense que c'est ça qui est vraiment très très important dans toute cette crise, c'est notre capacité en fait de s'adapter à une nouvelle situation. Après notre formation d'anesthésie-réanimation, on a une formation qui est polyvalente, qui peut nous permettre d'intervenir sur plusieurs milieux, effectivement, l'anesthésie, la réanimation, mais il a fallu mettre à jour les connaissances, s'adapter et acquérir aussi de nouvelles compétences. Au niveau de la deuxième vague, il y a eu plusieurs enjeux. Il y a eu la formation, qui est mon métier, une de mes casquettes dans mon métier. Donc j'ai été assez sollicité sur ce deuxième épisode sur la formation. Et effectivement, on a maintenu une activité opératoire plus élevée qu'au moment du premier épisode, de la première vague, ce qui fait qu'effectivement, on a modifié notre organisation. On a privilégié dans notre établissement l'ouverture de réanimation éphémère en lieu et place des réanimations dans les salles de réveil. Donc c'était également une autre organisation au sein de notre établissement. Il se trouve qu'on a intégré un nouveau bâtiment de chirurgie entre les deux et que la salle de réveil qui avait été utilisée sur le premier épisode ne pouvait plus être utilisée sur le deuxième épisode. Dans notre établissement, il y a tout un plan de rénovation et les locaux qui étaient libérés ont été réutilisés immédiatement pour être mis en travaux. Initialement, effectivement, on aurait pu se dire on va avoir des locaux vides après le déménagement et ça va être super. Et puis non, parce qu'il y a la vie continue aussi, il y a un plan de développement de l'établissement. Et donc on a repéré le lieu qui était pas trop loin de la réanimation, de la médecine intensive et des réanimations chirurgicales, un lieu plutôt central, un lieu qui permettait d'avoir un accès facile au fluide, à l'oxygène, et puis un lieu assez facile d'accès dans l'établissement pour installer notre réanimation. Des situations sanitaires exceptionnelles de mon établissement et sur le premier épisode j'étais directeur médical de crise, donc j'ai quand même été plutôt dans la gestion de la crise au niveau institutionnel. Donc on s'est adapté et je me suis plutôt quand même retiré du soin. J'avais surtout une activité de garde. Voilà, j'ai fait beaucoup de garde, mais dans la journée, il y avait d'autres choses à gérer. Il y avait les protocoles, les formations à mettre en place, l'optimisation, la gestion des formations, et puis il y avait la participation également de différentes cellules de crise de notre pôle et puis institutionnel. Donc, je ne sais pas forcément ce qui s'est passé dans les autres établissements. Je ne sais pas quels ont été les enjeux et difficultés, puisqu'on peut pas être partout et on n'a pas eu de rétexte commun entre guillemets entre cellules de crise. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir eu une écoute attentive. On a été soutenu à tous les niveaux pour la mise en place des formations. On nous a fourni du matériel, on nous a libéré du personnel pour créer les formations, on nous a donné du temps pour aller faire ces formations. Donc voilà, je crois qu'on a été soutenu dans ce projet.
Et je pense que ça a donné quand même de bons résultats. On était parfaitement au courant des différents retours des différents pilotes des groupes et très très rapidement on savait où était le besoin, enfin après où étaient les besoins, quel était le besoin de formation. Il a fallu former les différents personnels à la gestion des voies aériennes par exemple en période Covid. Il a fallu on a mis en place une formation. Il a fallu également former aux techniques de décubitus ventral par exemple en réanimation. C'est des retours qui nous étaient faits puis on a mis en place la formation qui correspondait. Et ce qui était intéressant d'avoir vraiment la liaison entre le centre de formation et l'institution, c'est qu'on en a même profité pour valider des protocoles institutionnels. Voilà, sur l'habillage avec les collègues de l'hygiène par exemple ou avec les collègues de médecine intensive réanimation sur le protocole de décubitus ventral. Donc on a vraiment joué la carte de toute l'institution et de former tout le monde de la même manière en se mettant tous autour de la table, en validant le protocole. Enfin, c'était plutôt intéressant comme démarche. Tout s'est arrêté, on va dire, presque du jour au lendemain. Sur une semaine, on a senti les choses venir. Donc, on a arrêté la formation qu'on avait l'habitude de faire. Et en même temps, toujours dans un esprit d'anticipation. Donc, moi, je travaille, donc c'est il y a le Medical Training Center, donc qui a une activité de formation continue très importante. Et puis l'autre centre de formation, c'est le centre d'enseignement des soins d'urgence. Donc on travaille au même endroit. Très clairement, au niveau du centre d'enseignement des soins d'urgence, on a été très rapidement mis à contribution. Au niveau de l'établissement parce que il y avait la nécessité de mettre en place des formations pour les professionnels. Initialement, c'est surtout des formations d'équipement et de protection individuelle. Comment s'habiller face à ce nouveau risque biologique émergent. Et ça, on l'a très bien fait, je trouve, avec nos collègues de l'hygiène et des DPIAS. On a travaillé en binôme en fait avec l'équipe d'hygiène et l'équipe des formateurs du CESU pour très très rapidement en fait se projeter dans l'établissement et les former tout le personnel. Donc ça nous a beaucoup occupé. Au final, l'activité de nos formateurs du CESU, elle a été loin de s'arrêter en fait pendant cet épisode. Dès qu'on a fait le rétex au milieu de l'été, on s'est mis autour d'une table avec l'encadrement, avec des infirmiers de réanimation, et on s'est dit qu'il fallait améliorer la formation de nos professionnels qui allaient arriver pour un temps plus ou moins long dans nos services de réanimation. Et donc on a travaillé, les sociétés savantes ont commencé à sortir des référentiels, des recommandations sur les compétences en réanimation. Voilà, il y a des documents qui étaient là, on s'en est servi et c'était très bien. Et puis on a anticipé sur la mise en place d'une formation dont on n'espérait pas avoir à se servir, mais on savait que au final ça allait remonter et qu'on allait avoir à la mettre en place. L'objectif n'était pas d'en faire des professionnels de la réanimation. L'objectif, c'était d'accompagner des professionnels qui n'étaient pas du monde de la réanimation pour leur arrivée en réanimation. Et après, il y avait tout ce travail d'accompagnement, de compagnonnage, de binôme qui était effectué pour avoir une acquisition des compétences. Et l'objectif étant vraiment de les projeter. On a monté une chambre de réanimation. Alors évidemment, on aurait pu aller dans le service de réanimation, on aurait été immergé complètement. Mais on a la chance d'avoir un très bel environnement de travail dans notre centre de formation. On était en mesure de recréer justement les conditions du service de réanimation. Et je crois que c'était très très important justement de leur montrer dans quel environnement ils vont travailler, quels sont les éléments d'alerte, qu'est-ce qu'ils vont entendre comme alarme, l'environnement sonore. Travailler sur toutes ces conditions qui peuvent être stressantes, qui sont pas connues, qui sont pas habituelles justement pour un professionnel qui a l'habitude de travailler en réanimation. Évidemment, on a fait la formation décubitus ventral, on a revu les éléments de protection, un certain nombre de choses pour sécuriser en fait l'arrivée du professionnel. Le profil étant varié, il fallait qu'on soit capable en mesure de s'adapter et d'adapter la formation aux différents profils. C'est l'avantage du travail en petit groupe, c'est qu'on peut plus facilement personnaliser la formation. Et même si on avait un conducteur pédagogique qui était bien détaillé, parfois il fallait prendre plus de temps avec une personne sur une thématique ou une autre. On a eu une session avec des infirmiers qui venaient de pneumologie.
Ces infirmiers-là, dans notre formation, ont traité de la reconnaissance d'une détresse respiratoire aiguë, par exemple. Il est évident que ce personnel infirmier qui venait de pneumologie, il avait déjà une connaissance, il avait déjà des compétences dans le domaine, puisque il travaille fréquemment avec des patients qui peuvent avoir des détresses respiratoires. De la même manière, ce personnel, par exemple, qui venait de pneumologie, il avait peut-être déjà un peu plus de notions sur l'utilisation de machines de ventilation, par exemple, ou de la façon d'oxygéner un patient par rapport à un professionnel qui n'avait pas travaillé dans ce domaine-là. À l'inverse, si on prend une professionnelle qui a travaillé en réanimation, mais il y a très très longtemps, on va retrouver la fibre de la surveillance. Comment je surveille mon malade, comment je gère. Elle va connaître le cycle de travail en réanimation qui a pas forcément changé, mais il va falloir faire une mise à jour sur le côté machine, sur le côté élément d'alarme. Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses. Donc on s'adapte, c'est le principal. Jusqu'en juin, donc on n'a pas repris de formation initiale et continue. Au centre d'enseignement des soins d'urgence, il y avait quand même une forme d'urgence à reprendre les formations parce qu'on délivre les attestations de formation aux gestes et soins d'urgence, notamment d'un certain nombre de professionnels paramédicaux en formation initiale, dont ils ont besoin pour débuter dans leur carrière professionnelle. On a mis en place un certain nombre de formations on va dire hybrides, qui associaient une part de e-learning et une part de présentiel pour pouvoir reprendre les formations et également rattraper les formations qui n'avaient pas été faites. Et puis par ailleurs, progressivement, on a repris notre cycle de formation et je dois dire que à la fin de l'année, on avait réussi à avoir formé tous les étudiants qu'on devait former dans l'année 2020 et je pense que ça c'était une belle réussite et c'était un beau challenge parce que c'était nécessaire. On avait besoin de ces nouveaux professionnels. Si on s'était pas adapté, on aurait surtout été en retard parce qu'il fallait quand même faire cette formation. On n'aurait pas laissé les étudiants sur le carreau. Enfin, ça c'est pas possible, c'est pas admissible. Mais par contre, on aurait risqué de prendre du retard et ce retard, c'est des professionnels qui prolongent leur cycle de formation. C'est des contraintes personnelles. C'est aussi des établissements qui attendent pour embaucher. Ça perturbe tout un cycle de formation pour les différents professionnels. En 2020, on a eu forcément une baisse d'activité. On a eu une baisse d'activité contextuelle, liée au contexte, notamment en formation continue. On observe dans beaucoup de centres de formation une petite baisse de la formation continue, mais qui peut s'expliquer par un certain nombre de facteurs. On a beaucoup de professionnels qui sont fatigués après un an et demi. Notamment dans tout ce qui est urgence, soins critiques, qui sont fatigués, des équipes qui ont été mises à rude épreuve, donc il y a besoin d'un peu de repos, il est difficile de libérer le personnel, des choses qui sont complètement compréhensibles. Ce qui fait que la formation continue, a un petit peu du mal à reprendre, mais je pense que c'est très transitoire. Nous espérons que ce nouvel épisode de Face au Covid vous a plu. À la réalisation, Jérôme Ambillard. Au mixage, Alexandre Debuchy, qui a aussi composé la musique. Dans le prochain épisode, nous entendrons Angélique Tribalier, auxiliaire de vie à la LTMR du Morbihan. Vous pouvez écouter ou réécouter Face au Covid sur hospimedia.fr ou sur votre application de podcast préférée. N'hésitez pas à nous soutenir en nous laissant des commentaires ou des étoiles.